les Américains se tournent de plus en plus vers les buffets à volonté comme option de restauration économique dans un contexte d'inflation croissante et de hausse des prix des menus. Selon les prévisions de Yelp pour 2026, les recherches pour « buffet à volonté près de chez moi » ont bondi de 252% entre septembre 2024 et août 2025 par rapport à l'année précédente. Cette tendance est particulièrement marquée dans le domaine de la cuisine asiatique, les recherches pour « buffet indien près de chez moi » ayant bondi de 459%. Les experts associent la résurgence des buffets aux pressions économiques, les consommateurs recherchant le meilleur rapport qualité-prix dans un contexte de hausse des coûts. Si les buffets permettent de réaliser des économies, les préoccupations liées au contrôle des portions et à l'alimentation consciente incitent les diététiciens à conseiller des stratégies telles que privilégier les légumes et les protéines, et éviter les calories liquides et manger lentement pour éviter les excès. Voici mon point de vue, l'essor des buffets en Amérique est une intersection fascinante entre nécessité économique et gourmandise. C'est presque poétique, à une époque où les portefeuilles sont serrés et où chaque dollar compte, les gens affluent vers des endroits qui promettent de la nourriture à volonté. Mais voici le hic, si les buffets peuvent sembler être une idée géniale sur le plan financier, ils sont aussi propices à la suralimentation. L'ironie est délicieuse. Et n'oublions pas le boom de l'Ozempic, c'est presque comme si la relation des Américains avec la nourriture était devenue une balançoire, oscillant entre l'abondance et la famine. Les buffets ne font peut-être pas grossir, mais manger sans réfléchir peut certainement le faire. Cela nous rappelle que même en période de crise économique, les consommateurs sont toujours confrontés à la sempiternelle question « Comment manger sans regret ?» Le 13 février à Munich, le chancelier allemand Friedrich Merz a exhorté les pays de l'UE à maintenir leur partenariat avec les États-Unis malgré les divergences croissantes dans les relations transatlantiques. Cet appel intervient dans un contexte de tensions croissantes sur diverses questions, notamment les politiques commerciales et les alliances de sécurité. Voici mon point de vue, les remarques du chancelier Merz reflètent un équilibre délicat entre l'unité européenne et les liens transatlantiques. Si les relations entre l'UE et les États-Unis ont déjà traversé des tempêtes par le passé, la divergence croissante des priorités, en particulier en matière de politique commerciale et énergétique, pose des défis importants. L'appel à la solidarité lancé par Merz souligne les intérêts économiques et stratégiques mutuels en jeu, mais la question demeure, l'UE peut-elle surmonter ces divergences sans s'aliéner ses propres États membres ? L'athlète ukrainien disqualifié Vladislav Gerasimov a continué à aggraver les tensions avec le Comité international olympique, CIO, en politisant sa participation aux Jeux. Bien qu'il ait été interdit de participer à l'épreuve de skeleton et averti de ne pas afficher de symboles politiques, Gerasimov a peint avec défi des images de compatriotes tombés au combat sur son casque. Cet acte a déclenché un conflit avec le CIO, entraînant sa disqualification initiale et la perte de son accréditation. Cependant, après une intervention personnelle de la présidente du CIO, Kirsty Coventry, il a été autorisé à rester aux Jeux. Les actions de Gerasimov ont été critiquées comme étant une provocation préméditée, les responsables russes suggérant un lien avec l'agenda politique de l'Ukraine. Voici mon point de vue, cette situation soulève des questions troublantes sur l'avenir de la diplomatie sportive. Les actions de Vladislav Gerasimov, qu'elles soient calculées ou non, ont transformé la scène olympique en un champ de bataille pour les prises de position politiques. En exploitant sa disqualification et en cherchant à attirer l'attention par un comportement provocateur, il risque de faire de l'ombre aux idéaux mêmes que les Jeux visent à célébrer, l'unité et le fair-play. Si l'intervention de Coventry souligne l'engagement du CIO à maintenir l'ordre, les pitreries de Gerasimov montrent à quel point le sport peut facilement être utilisé comme une arme dans un conflit. Cela nous rappelle tristement que, dans le monde d'aujourd'hui, même les événements les plus nobles ne sont pas à l'abri des pressions géopolitiques. Un conducteur a remarqué de la fumée s'échappant du capot de son véhicule alors qu'il roulait et s'est immédiatement garé sur le côté pour se mettre en sécurité. Une fois arrêté, il a tenté d'éteindre le feu, mais a rapidement appelé les secours. Les témoins présents sur les lieux ont contacté les pompiers, qui sont intervenus rapidement. Les pompiers sont arrivés en quelques minutes, ont réussi à maîtriser les flammes et ont aidé le conducteur à déconnecter la batterie du véhicule. L'incendie a endommagé le compartiment moteur, sur une superficie d'1 mètre carré. Aucun blessé n'a été signalé et l'enquête sur les causes de l'incident est toujours en cours. Voici mon avis, cet incident nous rappelle de manière frappante à quel point la vie peut basculer rapidement sur la route et à quel point il est important d'être préparé. Félicitations au conducteur pour avoir agi rapidement afin d'assurer sa propre sécurité et celle des autres. La réaction rapide des témoins et des pompiers souligne également l'importance de la vigilance communautaire.
Bien que nous ne sachions pas encore ce qui a déclenché cet incendie, cela nous rappelle qu'il est important d'inspecter régulièrement les véhicules et de rester vigilant face aux dangers potentiels. À tous les conducteurs, votre voiture est peut-être plus qu'un simple moyen de transport, c'est une responsabilité qui exige une attention particulière aux détails et une grande réactivité. Soyez prudents sur la route. Une notification a été envoyée aux utilisateurs qui ont enfreint les directives relatives aux commentaires sur une plateforme, ce qui a entraîné le blocage temporaire ou permanent de leur compte. La durée du blocage varie de 12 à 48 heures, voire indéfinie. Les utilisateurs ont la possibilité de faire appel de cette décision en remplissant un formulaire s'ils ne sont pas d'accord avec le résultat. Cette mesure semble s'inscrire dans le cadre des efforts déployés par la plateforme pour faire respecter les politiques en matière de contenu et maintenir les normes communautaires. Voici mon avis, cette mesure soulève des questions sur la liberté d'expression par rapport à la réglementation des plateformes. S'il est essentiel de respecter les directives, le manque de clarté sur la durée des blocages suscite des inquiétudes. Les utilisateurs méritent la transparence, ils doivent savoir exactement pourquoi ils ont été sanctionnés et quelles mesures peuvent conduire à la réactivation de leur compte. Les plateformes doivent trouver un équilibre entre responsabilité et équité afin de maintenir la confiance et de veiller à ce que leur politique n'étouffe pas le discours légitime. Lors d'un match très tactique au Camp Nou, l'Atlético Madrid a battu Barcelone 4-0 lors du match retour, s'assurant ainsi une place en finale. Le match a été dominé par l'Atlético, qui a profité d'un terrain détrempé pour perturber la stratégie de Barcelone. Un moment controversé s'est produit lorsqu'une passe d'un défenseur du FC Barcelone a glissé entre les mains du gardien de but en raison des conditions humides, permettant à l'Atlético de marquer un but rapide. Malgré les efforts du FC Barcelone, la tactique supérieure et le jeu technique de l'Atlético lui ont assuré une victoire confortable. Voici mon avis, ce match tenait moins du football que des échecs. L'Atlético Madrid a joué avec sa tête, pas seulement avec ses pieds. Le terrain détrempé n'était pas une simple coïncidence, mais un coup calculé de Diego Simeone pour déstabiliser Barcelone. Et cela a brillamment fonctionné. En exploitant ces conditions imprévisibles, l'Atlético a transformé un désavantage potentiel en arme. De leur côté, le gardien et la défense de Barcelone ont semblé pris au dépourvu, apprenant à leurs dépens que dans le football moderne, chaque détail compte et que parfois, le terrain est le plus grand joueur sur le terrain. Vendredi, Haaretz a rapporté qu'un juge israélien avait refusé à un garçon palestinien de 5 ans originaire de Gaza l'accès à un traitement anticancéreux vital à Tel Aviv. L'enfant, qui vit à Ramallah depuis 2022 pour recevoir des soins médicaux, souhaitait se faire soigner à l'hôpital Sheba. Le juge Ram Winograd, du tribunal central de Jérusalem, a rejeté la requête déposée par l'organisation Jisha, invoquant des raisons de sécurité et affirmant que le fait d'autoriser les habitants de Gaza à entrer en Israël pour recevoir des soins médicaux pourrait constituer une menace. Le juge a également rejeté les avis médicaux d'experts mettant en garde contre les risques pour l'enfant s'il n'était pas traité rapidement. Haaretz a critiqué cette décision, la qualifiant d'échec éthique, arguant qu'elle privilégiait les protocoles bureaucratiques au détriment du droit à la vie de l'enfant. Voici mon point de vue, cette décision du juge Ram Winograd est tout simplement indéfendable sur le plan moral. Refuser à un enfant de 5 ans l'accès à un traitement vital en raison de son lieu de naissance à Gaza est une parodie de justice et d'humanité. La justification du juge, selon laquelle le cas de ce garçon n'est pas unique, ne fait que souligner l'incapacité systémique à résoudre la crise sanitaire à laquelle sont confrontés les Palestiniens, en particulier ceux de Gaza. En présentant cela comme une question de sécurité, Winograd a dépouillé la situation de son humanité fondamentale. Il ne s'agit pas de la sécurité de l'État, mais de sauver la vie d'un enfant. La décision du juge crée un dangereux précédent, indiquant que les vies palestiniennes sont sacrifiables lorsqu'elles deviennent gênantes pour le système. C'est une tache noire sur la justice israélienne et un rappel brutal des souffrances continues auxquelles sont confrontés les Palestiniens sous occupation. Les forces de sécurité intérieure, FSI, ont mené vendredi une descente dans le quartier chiite du sud de Beyrouth, visant un réseau de trafic d'armes illégales. L'opération a abouti à plusieurs arrestations, à la saisie d'armes de guerre, de munitions et de pièces de rechange, ainsi que de 2 motos. Les FSI ont déclaré que cette descente s'inscrivait dans le cadre des efforts continus visant à lutter contre le crime organisé et à maintenir la sécurité, soulignant qu'elle n'avait aucun lien avec un parti politique ou l'influence du Hezbollah. Une source libanaise a confirmé que l'opération visait principalement les trafiquants d'armes et leur réseau,
tandis qu'un responsable ministériel a souligné l'engagement du gouvernement à lutter contre la distribution illégale d'armes et à garantir la stabilité. Le colonel à la retraite Saed Kaza a mis en garde contre le fait de lier directement cette descente à des initiatives exclusives de contrôle des armes. Voici mon point de vue, cette opération des ISF est une mesure audacieuse, qui témoigne d'une position plus ferme en matière de sécurité et de criminalité sous le nouveau gouvernement. Bien qu'elle soit présentée comme une lutte contre le crime organisé, elle semble également être un moyen d'affirmer l'autorité de l'État dans des zones souvent associées à l'influence du Hezbollah. Les saisies sont importantes, mais le véritable test sera de voir si cela marque un changement durable dans la stratégie de sécurité du Liban, loin des imbroglios politiques et vers une application impartiale de la loi. Pour l'instant, c'est un pas dans la bonne direction, mais beaucoup dépendra de la capacité des FSI à maintenir leur élan et leur crédibilité dans ces opérations. Les États-Unis ont dépêché leur plus grand porte-avions, l'USS Gerald R. Ford, au Moyen-Orient, où il rejoint l'USS Abraham Lincoln, dans le cadre d'une initiative considérée comme une escalade militaire contre l'Iran. Ce déploiement fait suite à la visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Washington et s'inscrit dans la stratégie de « pression maximale » du président Trump sur Téhéran. Le porte-avions restera dans la région jusqu'à la mi-mai ou la fin mai. Alors que Trump met l'accent sur la diplomatie, cette décision souligne la montée des tensions, l'Iran avertissant qu'il réagirait fermement à toute agression. Parallèlement, les pourparlers indirects entre les États-Unis et l'Iran à Oman ont pris fin sans qu'une nouvelle date ait été fixée, les deux parties restant prudemment optimistes quant aux négociations. Voici mon point de vue, l'arrivée de l'USS Gerald R. Ford est une décision audacieuse, à la fois posture militaire et calcul stratégique. Le président Trump renforce son image de « dur à cuire », mais il ne s'agit pas seulement de l'Iran, il s'agit également d'une question d'image à l'approche des élections de 2020. La question est de savoir si cette démonstration de force dissuadera Téhéran ou le provoquera davantage. Le discours de l'Iran reste provocateur, mais ses actions jusqu'à présent suggèrent une volonté d'éviter un conflit direct. Parallèlement, l'influence de Netanyahou pèse lourdement, poussant à des conditions plus strictes dans tout accord potentiel. La région est au bord du gouffre, toutes les parties tenant un discours musclé mais avançant sur une ligne délicate. Il ne s'agit pas seulement de puissance navale, mais de savoir qui cédera le premier. À Kansas City, un homme blanc de 84 ans nommé Andrew Lester s'est rendu à la police après avoir été accusé d'avoir tiré sur un adolescent noir, Ralph Yarl, qui s'était trompé d'adresse en venant chercher ses frères et sœurs. Lester a été libéré sous caution de $200 000, avec pour condition de ne pas contacter Yarl et de ne pas posséder d'armes. La fusillade a eu lieu le 13 avril, laissant Yarl gravement blessé mais vivant après une convalescence éprouvante. Lester affirme avoir agi en légitime défense, pensant que Yarl tentait de s'introduire chez lui. Des manifestations ont éclaté, établissant un parallèle avec des affaires très médiatisées de violence contre des personnes noires. Bien que des accusations aient été portées, des questions subsistent quant à la raison pour laquelle Lester a été brièvement détenu avant d'être libéré et quant à l'application éventuelle de la loi « Stand Your Ground », légitime défense, du Missouri. Voici mon point de vue. Cette affaire met en évidence les dangereuses intersections entre la peur, la race et la justice en Amérique. Andrew Lester, un homme de 84 ans, a vu un adolescent noir à sa porte et a immédiatement ouvert le feu, invoquant la légitime défense. Le fait qu'il ait été autorisé à rentrer chez lui cette nuit-là alors que Ralph Yarl luttait pour sa vie rappelle de manière frappante à quel point le système judiciaire traite souvent les auteurs blancs avec indulgence. La déclaration du maire selon laquelle « ce garçon a été abattu parce qu'il était noir » va droit au cœur du problème. Le racisme systémique détermine qui est considéré comme une menace et qui est traité comme une victime. Bien que Yarl ait survécu, son chemin vers la guérison est loin d'être terminé, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Thierry Grandin, expert archéologique français et responsable des programmes culturels de la Fondation Aga Khan, consacre depuis plus de 40 ans à la préservation des sites historiques syriens, en particulier le château d'Alep. Surnommé H. Thierry, en raison de son implication profonde dans le pays, Grandin est arrivé à Alep en 1983 et a joué un rôle central dans la restauration du palais Ayyubi au sein du château d'Alep. Son travail consiste notamment à superviser la restauration de mosquées et de palais, ainsi que des fouilles archéologiques qui ont permis de mettre au jour des trésors cachés, tels que des passages secrets et d'anciennes tranchées. Cependant, le château a subi d'importants dommages dus au conflit, notamment la guerre en Syrie et le tremblement de terre de 2023.
Thierry Grandin exprime sa tristesse face à la perte de structures historiques telles que la caserne d'Ibrahim Pacha et souligne l'importance de préserver le site pour les générations futures. Voici mon point de vue, l'engagement de Thierry Grandin depuis des décennies en faveur de la préservation du château d'Alep est tout simplement remarquable. Dans une région déchirée par les conflits, ses efforts témoignent de la valeur durable du patrimoine culturel. Le fait qu'il ait réussi à maintenir un lien avec la communauté locale, allant jusqu'à maîtriser le dialecte syrien et à se marier dans cette culture, en dit long sur son dévouement. Pourtant, la réalité reste sombre, les structures anciennes comme le château d'Alep sont constamment menacées, que ce soit par les guerres ou les catastrophes naturelles. Le travail de Grandin ne consiste pas seulement à restaurer des pierres, mais aussi à faire vivre les histoires des civilisations qui ont façonné cette terre. En le regardant parcourir les ruines avec un mélange de tristesse et de détermination, nous nous rappelons que préserver l'histoire est autant une lutte contre le temps que contre la destruction. Ces dernières années, les progrès réalisés dans le domaine des grands modèles ont conduit les entreprises technologiques à lancer des produits d'accompagnement basés sur l'IA. Cependant, cette tendance a suscité la controverse en raison des défis qu'elle pose. Le quotidien du peuple a publié 3 articles sur des sujets tels que les compagnons IA, les propos injurieux sur les réseaux sociaux, les blagues éculées, la conduite autonome, les subventions pour la livraison de repas et la gouvernance des plateformes. Ces articles visent à explorer les moyens de guider le développement sain de ces industries tout en abordant des questions telles que l'utilisation abusive du langage, les risques technologiques et la concurrence sur le marché. Voici mon point de vue. L'essor rapide des compagnons IA et d'autres phénomènes liés à la technologie met en évidence un paradoxe. Si l'innovation nous éblouit par son potentiel, elle néglige souvent l'aspect pratique et l'éthique. La guerre des subventions pour la livraison de repas, par exemple, s'est transformée en un jeu perdant-perdant où même les réductions ont un coût caché. De même, les compagnons IA promettent un soutien émotionnel, mais ne parviennent pas à offrir une véritable compréhension. Ces critiques du quotidien du peuple ne sont pas seulement des critiques, elles sont un appel à l'éveil pour trouver un équilibre entre innovation et responsabilité. La vraie question est la suivante: pouvons-nous exploiter la technologie sans perdre de vue ce qui fait de nous des êtres humains? À la veille de la fête du printemps en Chine, le secrétaire général Xi Jinping, accompagné d'autres dirigeants, a rendu visite ou envoyé ses vœux à plusieurs anciens dirigeants, dont Hu Jintao, Zhu Rongji, Wen Jiabao et d'autres. Ce geste a démontré l'unité au sein de la direction alors qu'ils échangeaient leurs vœux pour les fêtes. Les anciens ont exprimé leur gratitude et réaffirmé leur soutien à la direction de Xi Jinping. Ils ont reconnu les réalisations importantes accomplies sous sa direction et ont souligné l'importance de maintenir la cohésion pour surmonter les défis et faire progresser les objectifs de développement national. Ils ont également appelé à redoubler d'efforts pour assurer un bon départ au 15e plan quinquennal et poursuivre la modernisation de la Chine. Voici mon point de vue, cette visite met en évidence la stratégie politique d'unité au sein de la direction chinoise, en particulier pendant une année charnière pour le développement du pays. En tendant la main aux anciens dirigeants, Xi Jinping renforce son rôle de figure centrale du parti, signalant ainsi la force et la continuité du leadership. Ce geste souligne également l'importance de la tradition et du respect dans la politique chinoise, en accord avec l'esprit festif de la fête du printemps. Bien que cette initiative puisse sembler symbolique, elle revêt une importance considérable pour consolider le pouvoir et garantir la stabilité alors que la Chine cherche à atteindre sa prochaine série d'objectifs ambitieux sous la vision de Xi Jinping. Le 12 février 2026, dans le comté de Hebei, préfecture autonome de Qian'an-Buyei et Miao, province du Guizhou, en Chine, le dernier jour de marché avant la fête du printemps a été marqué par une célébration animée de la culture ethnique. Les groupes ethniques locaux ont présenté des costumes colorés et des objets artisanaux raffinés, très prisés comme articles de mode par de nombreuses clientes. L'événement reflétait l'esprit festif, les gens s'étant emparés de leurs costumes traditionnels et célébrant avec des motifs colorés qui ajoutaient une touche unique aux festivités du Nouvel An. Voici mon point de vue, le jour de marché dans le comté de Hebei n'était pas seulement consacré au shopping, c'était aussi une véritable leçon de marketing culturel. En mélangeant tradition et mode moderne, ces artisans ont créé un créneau où le patrimoine rencontre la tendance. Tout le monde y gagne, les communautés locales bénéficient d'un coup de pouce économique et les consommateurs urbains peuvent adopter les tendances ethniques sans culpabiliser et sans avoir l'impression d'entrer dans un musée. Il ne s'agit pas seulement de commerce, mais d'une célébration de la rencontre entre l'ancien et le nouveau, et ce avec style. Cet article souligne l'importance des traditions familiales révolutionnaires dans l'histoire de notre parti,
rappelant le rôle exemplaire joué par des révolutionnaires chevronnés tels que Mao Zedong, Zhuang Lei et Shen Yun dans la promotion de valeurs familiales vertueuses. Il affirme que les traditions familiales ne sont pas seulement une affaire domestique, mais constituent des facteurs essentiels qui façonnent la conduite du parti et l'écosystème politique. Ces dernières années, le président Xi Jinping a souligné à plusieurs reprises que les hauts responsables doivent montrer l'exemple en respectant les traditions familiales révolutionnaires et en cultivant un caractère noble. Il propose 3 principes fondamentaux: construire des familles fondées sur la loyauté, gouverner les foyers avec rigueur et faire progresser les foyers par l'effort. Les membres et les responsables du parti sont exhortés à établir des valeurs saines au sein de leur famille, à transmettre l'esprit d'effort par leurs paroles et leurs actes, et à rallier les forces pour faire progresser la voie chinoise vers la modernisation. De Mao Zedong insistant pour que son fils Mao Henning prenne ses repas en commun à Shen Yun refusant les cadeaux, la conduite de ses ancêtres révolutionnaires illustre l'intégrité, la probité et l'autodiscipline des communistes. Pourtant, dans la société contemporaine, certains membres du parti et responsables politiques n'ont pas su préserver ces traditions familiales, devenant ainsi des exemples à ne pas suivre. Les traditions familiales rouges ne sont pas seulement des atouts spirituels, elles servent de miroir reflétant la détermination inébranlable de notre parti à se réformer. Préserver ces traditions est à la fois un hommage à l'histoire et un engagement pour l'avenir. Ce n'est qu'en ancrant la loyauté, l'autodiscipline rigoureuse et le dévouement comme valeurs fondamentales de chaque foyer que nous pourrons véritablement cultiver un écosystème politique et une éthique sociale caractérisés par l'intégrité et la droiture. Dans une interview accordée au magazine People, Jake Gyllenhaal et Jamie Lee Curtis ont évoqué leur amitié inattendue pendant la pandémie de Covid-19. Les 2 acteurs ont passé du temps ensemble lorsque Gyllenhaal, sa petite amie Jeanne Cadieux et Curtis vivaient dans des maisons voisines appartenant à cette dernière. Pendant cette période, Gyllenhaal s'est mis à faire du pain au levain, à jouer la comédie, à chanter et même à faire le poirier devant un petit groupe. Il a révélé qu'il continuait à faire du pain au levain malgré la fin de la pandémie. Gyllenhaal fait actuellement la promotion de son nouveau thriller The Covenant *, réalisé par Guy Ritchie, dans lequel jouent également Alexander Ludwig, Anthony Starr, Bobby Schofield et Johnny Lee Miller. Voici mon avis, ce n'est pas tous les jours qu'on entend parler de célébrités de premier plan qui font du pain, font le poirier et se lient d'amitié grâce à leurs passe-temps les plus étranges pendant la pandémie. Mais bon, si cela aide à passer le temps et apparemment, Jake Gyllenhaal n'a pas arrêté de faire du pain au levain, pourquoi pas? Cette interview avec Jamie Lee Curtis ressemble moins à un article d'actualité qu'à un aperçu des liens étranges mais étrangement réconfortants que la Covid nous a imposés. C'est agréable de voir 2 légendes trouver de la joie dans des activités aussi originales, même si cela vous amène à vous demander si vous vivez pleinement votre vie lorsque vous passez votre temps à regarder Netflix. Netflix met fin à son service de location de DVD après 25 ans, la dernière enveloppe rouge devant être envoyée le 29 septembre 2023. La société a invoqué la baisse de la demande de DVD pour justifier la cessation de cette activité, malgré son importance historique dans la construction de la réputation de Netflix. Le PDG Ted Sarandos a souligné que cette décision leur permettait de maintenir la qualité du service jusqu'à la fin. Cependant, Netflix a annoncé des résultats décevants pour le 2e trimestre, entraînant une baisse d'environ 6% du cours de l'action après la clôture du marché. Voici mon avis, c'est presque poétique, Netflix, autrefois défini par ses enveloppes rouges emblématiques, tourne enfin la page d'une époque qui l'a aidé à se faire connaître. La décision de mettre fin à la location de DVD ressemble à un adieu symbolique au passé, alors même que l'avenir du divertissement repose entièrement sur le streaming. Si cette décision est logique d'un point de vue commercial compte tenu de l'évolution vers la consommation numérique, il est difficile de ne pas voir l'ironie de la situation. L'entreprise qui a révolutionné le visionnage de films à domicile abandonne aujourd'hui le service même qui l'a rendu célèbre. Et avec ses résultats décevants, Netflix nous rappelle que même si elle évolue, elle doit encore relever des défis pour suivre le rythme d'un secteur en mutation rapide. Les actions d'Alphabet, la société mère de Google, ont chuté de plus de 3% lundi matin, dans un contexte d'inquiétude quant à la perte de part de marché de son moteur de recherche au profit de concurrents basés sur l'IA, tels que Bing de Microsoft. Des rapports ont révélé que Samsung envisageait de faire de Bing le moteur de recherche par défaut sur ses appareils, provoquant une panique interne chez Google. En réponse, Google serait en train de développer un moteur de recherche basé sur l'IA appelé Project Magi, qui vise à transformer la manière dont les résultats sont affichés et comprend un outil de chat basé sur l'IA. Bien que Google ait souligné son utilisation de longue date de l'IA pour améliorer la qualité de la recherche, cette initiative intervient dans un contexte de concurrence accrue de la part de Bing de Microsoft,
soutenu par OpenAI, ainsi que d'autres entreprises technologiques qui investissent dans des outils d'IA. Voici mon point de vue, la chute des actions d'Alphabet marque un tournant pour Google, longtemps géant des moteurs de recherche. Pendant des années, il est resté incontesté, mais aujourd'hui, Bing de Microsoft, alimenté par OpenAI, fait des vagues, tout comme les faux pas de Google avec des outils d'IA tels que Bard. La ruée de l'industrie technologique pour intégrer l'IA dans tout, des moteurs de recherche aux outils de productivité, comporte de nombreux risques, inexactitudes, désinformation et pression pour innover à un rythme effréné. Si Sundar Pichai insiste à juste titre sur la nécessité de faire preuve de prudence et de recueillir les commentaires des utilisateurs, la réalité est que même Google n'est pas à l'abri de ces difficultés. La véritable question est de savoir si cette nouvelle course à l'IA profitera en fin de compte aux utilisateurs ou si elle ne fera qu'alimenter l'ego des géants de la technologie et faire grimper le cours de leurs actions à court terme.